Au tribunal, mes parents m'ont accusé d'être irresponsable pour s'emparer de mes biens. Leur avocat souriait, confiant. Le visage du juge devint cendré à la lecture du document que ses mains tremblantes tenaient difficilement. Les agents de sécurité se précipitèrent dans la salle d'audience tandis que mes parents restaient figés, leur sourire satisfait s'effaçant instantanément. Quelques minutes plus tôt, ils avaient exigé de prendre le contrôle de tout ce que je possédais, affirmant que j'étais trop imprudente pour gérer mon héritage. Leur avocat leur avait assuré que la victoire était garantie. Mais alors que le chaos éclatait autour de nous, je réalisais que mon secret, si soigneusement gardé, était enfin exposé. La vérité sur mon véritable empire financier était sur le point d'anéantir leur plan cupide à tout jamais. 3 mois avant ce moment explosif au tribunal, j'étais rentré chez moi, dans mon modeste appartement parisien, après ce que je pensais être une journée particulièrement réussie. Mon cabinet de conseil en marketing venait de décrocher un nouveau client, et j'étais optimiste quant à mon avenir. Mais dès que je franchis la porte d'entrée, cet optimisme s'effondra comme un château de cartes. Ils étaient assis à ma table de cuisine, avec des cartons de mes documents personnels étalés sur toute la surface, mes parents, Robert et Patricia Mathieu. La vue de ces deux-là fouillant dans mes papiers privés me fit parcourir un frisson que je n'oublierai jamais. « Aurore, il faut qu'on parle », dit ma mère, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur alors qu'elle désignait la chaise en face d'elle. La façon dont elle le dit, comme si elle s'adressait à une enfant à problème plutôt qu'à une femme de 28 ans, me mit immédiatement sur les nerfs. Mon père, Robert, leva les yeux des relevés financiers qu'il examinait avec l'efficacité froide d'un auditeur. « Nous sommes inquiets de tes habitudes de dépenses, » annonça-t-il, comme s'il délivrait un diagnostic médical, très inquiet. Je fixais le chaos qu'ils avaient créé chez moi. Relevés bancaires, reçus, factures de cartes de crédit, et même des photographies de mon appartement étaient éparpillées sur chaque surface disponible. « Comment avez-vous eu tout ça ?» parvins-je à demander, bien que je soupçonnasse déjà que la réponse me dévasterait. « Martin Weber nous a tenus informés », expliqua Patricia, faisant référence au comptable de la famille qui gérait nos affaires financières depuis des années. « Il s'inquiète pour toi aussi, ma chérie. Nous le sommes tous. » La trahison me frappa comme un coup physique. Martin gérait mes comptes depuis l'université, et je lui faisais une confiance aveugle. Réaliser qu'il rapportait secrètement mon activité financière à mes parents, c'était comme découvrir que ma propre ombre travaillait contre moi. Robert sortit une chemise cartonnée épaisse de documents et la posa délibérément sur la table entre nous. « J'ai acheté une Peugeot d'occasion et j'ai loué un 2 pièces, protestai-je, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. J'ai lancé ma propre entreprise. Grand-mère Hélène voulait que je sois indépendante. » « Indépendante ?» Patricia rit, mais il n'y avait aucun humour dans ce son. « Chérie, tu vis au-dessus de tes moyens. Tu commandes des plats à emporter coûteux chaque semaine, tu pars en week-end, tu dépenses l'argent comme s'il poussait sur les arbres. » Mon père ouvrit son dossier et commença à lire ce qui ressemblait à une déclaration préparée. 300 € pour un week-end en Normandie. 57 € pour une livraison de traiteur thaïlandais. 89 € pour de nouveaux vêtements. Il me regarda avec une déception gravée sur ses traits. « Ce n'est pas de la responsabilité, Aurore. Ce sont des dépenses irréfléchies. » Je sentis mon monde basculer. C'étaient des dépenses normales pour une adulte active, pourtant il les présentait comme des preuves de comportement criminel. « Ce sont des achats raisonnables pour quelqu'un qui gère une entreprise, dis-je en essayant de garder une voix stable. C'est exactement le problème, continua Robert, son ton devenant plus autoritaire. Tu as quitté un emploi parfaitement stable avec des avantages pour poursuivre un fantasme d'entrepreneur. Ce n'est pas de la stabilité, c'est jouer avec ton avenir. Patricia tendit la main à travers la table et prit la mienne avec une fausse sollicitude maternelle. Nous t'aimons trop pour te regarder te détruire financièrement. Nous avons déjà parlé avec un avocat pour mettre en place une mise sous tutelle. Le mot me frappa comme un coup de massue. Une quoi? Maître Jonathan Perrier est l'un des meilleurs avocats en droit de la famille de la région, expliqua Robert en sortant un autre jeu de documents. Il se spécialise dans l'aide aux familles pour protéger leurs proches de l'autodestruction financière. Nous l'avons déjà engagé. Je fixai la carte de visite qu'il plaça devant moi. Le nom cabinet Perrier et Associés était gravé en lettres dorées et en dessous, on pouvait lire « Protéger les familles par l'excellence juridique ». L'ironie ne m'échappait pas, ils utilisaient l'argent de l'héritage de ma grand-mère pour engager un avocat afin de me retirer ce même héritage.
Vous n'êtes pas sérieux, murmurai-je, mais les documents juridiques étalés sur ma table me disaient qu'ils étaient mortellement sérieux. Nous montons ce dossier depuis des mois, ma chérie, dit Patricia, sa voix prenant une qualité répétée qui suggérait qu'elle avait pratiqué ce discours. Martin a documenté chaque transaction douteuse, chaque achat impulsif. Nous avons des photos de ton appartement montrant que tu vis au-dessus de tes moyens, acquiesça gravement Robert. Ta voisine, Madame Hubert, a été très utile. Elle a remarqué toutes ces livraisons de nourriture coûteuses et ton cousin Benoît s'est souvenu de ce voyage onéreux que tu as fait l'année dernière. Le filet de leur conspiration commençait à se révéler et je me sentais piégé en son centre. Ils ne s'étaient pas contentés de s'inquiéter passivement pour moi. Ils avaient activement monté un dossier pour prouver mon incompétence. Nous avons déjà déposé les documents préliminaires, continua Robert, sa voix d'homme d'affaires tranchant mon silence choqué. L'audience est prévue pour le mois prochain. Tu peux nous faciliter la tâche et accepter de nous laisser gérer ton héritage, ou nous pouvons le faire à la dure au tribunal. Je regardais autour de moi, les documents éparpillés sur ma table de cuisine, les deux personnes qui m'avaient élevé, assises maintenant comme des procureurs dans mon propre foyer, et je réalisais que mes parents n'essayaient pas de me protéger. Ils essayaient de me contrôler. Plus que ça, ils essayaient de me voler. Sortez, dis-je doucement. Ma voix était à peine au-dessus d'un murmure. Aurore, chérie, tu es bouleversée, commença Patricia, mais je la coupai. Sortez de mon appartement, maintenant. Alors qu'ils rassemblaient leurs papiers et se préparaient à partir, Robert porta un dernier coup. Nous faisons cela parce que nous t'aimons, Aurore. Un jour, tu comprendras que nous te sauvons de toi-même. Ah. Après leur départ, je restais assise seule dans ma cuisine, fixant les quelques documents qu'ils avaient laissés derrière eux. Parmi eux se trouvait une copie de la requête qu'ils avaient déposée au tribunal judiciaire. En lisant le jargon juridique, je découvris l'ampleur totale de leur plan. Ils n'en voulaient pas seulement à mon héritage. Ils voulaient le contrôle des revenus de mon entreprise, de mon compte d'épargne, et même le droit d'approuver mes lieux de résidence. C'est à ce moment-là que je réalisais qu'il ne s'agissait pas du tout de me protéger. Il s'agissait de deux personnes qui voyaient le cadeau de ma grand-mère comme leur fonds de retraite, et ils étaient prêts à détruire mon indépendance pour mettre la main dessus. 2 semaines plus tard, je me retrouvais assise dans le bureau stérile de mon avocate commise d'office, Sandra Leroy, passant en revue ce qui ressemblait à la destruction complète de ma vie. Les néons bourdonnaient au-dessus de nous, projetant des ombres dures sur la table de conférence où Sandra avait étalé le dossier dévastateur que mes parents avaient construit contre moi. Je dois être honnête avec vous, Aurore, dit Sandra en ajustant ses lunettes à monture métallique tout en examinant l'épais dossier. C'est l'une des tentatives d'assassinat de caractère les plus minutieuses que j'ai vues dans une affaire de mise sous tutelle. Elle ouvrit un dossier étiqueté et témoignages et commença à lire les déclarations sous serment que Jonathan Perrier avait recueillies. Chacune d'elles fut comme un coup de poignard dans mon cœur. Votre voisine, Madame Éléonore Hubert, déclare qu'elle observe fréquemment des services de livraison de nourriture coûteux arriver à votre appartement, coûtant parfois plus de 40 ou 50 € par commande, lut Sandra. Elle est prête à témoigner que cela représente des dépenses irresponsables pour quelqu'un prétendant avoir des difficultés financières. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Madame Hubert me parle à peine, et je n'ai jamais prétendu avoir des difficultés financières auprès de qui que ce soit. Sandra continua de lire, votre cousin Benoît Mathieu témoignera d'un week-end que vous avez passé en Normandie au printemps dernier, où vous auriez dépensé 300 € en hébergement et activités, démontrant un schéma de dépenses récréatives impulsives. C'était mon week-end d'anniversaire, protestai-je. Votre ancienne responsable chez Solutions Marketing Île-de-France, Jennifer Gaillard, a fourni une déclaration sur votre décision de quitter un emploi stable pour poursuivre ce qu'elle décrit comme une aventure entrepreneuriale à haut risque sans planification ni capital adéquat. La trahison arrivait vague après vague. Jennifer avait semblé me soutenir lorsque j'avais donné ma démission, proposant même de fournir des références pour des clients potentiels. Maintenant, elle dépeignait mon esprit d'entreprise comme un abandon imprudent de responsabilité. Sandra passa à la page suivante et son expression devint encore plus sérieuse. Celle-ci va faire mal, Aurore. Votre amie d'enfance, Jessica Vasseur, a fourni une attestation sur l'honneur décrivant un incident où vous lui avez emprunté 50 € et auriez oublié de les rembourser pendant 2 mois. Je sentis le sang quitter mon visage. Jessica? Mais nous sommes amis depuis l'école primaire. Je l'ai remboursé. Je traversais juste une mauvaise passe après avoir quitté mon travail.
Maître Perrier a également recueilli des déclarations de plusieurs autres amis de la famille, continua Sandra, sa voix devenant plus compatissante en voyant l'impact de ces révélations sur moi. Vos parents leur ont dit que vous refusiez d'écouter les conseils de la famille, que vous viviez au-dessus de vos moyens et que vous étiez devenu sensible aux mauvaises influences. Je fixais la pile de documents, essayant de comprendre comment mes parents avaient réussi à retourner pratiquement tout le monde dans ma vie contre moi. Comment est-ce possible? Comment ont-ils fait dire ces choses à tous ces gens? Sandra se recula dans sa chaise, l'air sombre. D'après ce que je peux voir, vos parents ont été très méthodiques. Ils ont approché chaque témoin avec leur version des faits, se présentant comme des membres de la famille inquiets essayant de sauver leur fille de la ruine financière. La plupart des gens ne veulent pas s'impliquer dans les conflits familiaux, mais lorsqu'on leur présente ce qui semble être des preuves de comportement autodestructeur, ils se sentent obligés d'aider. Elle me montra des photocopies de mes relevés bancaires annotés à l'encre rouge, soulignant diverses transactions. Ils ont marqué chaque achat qu'ils considèrent excessif ou inutile. Repas au restaurant, frais de divertissement, achat de vêtements, même votre abonnement à la salle de sport. Ce sont des dépenses de la vie courante, m'écriai-je, ma voix montant sous l'effet de la frustration. Je le sais et vous le savez, mais Perrier va les présenter comme des preuves d'un mauvais jugement financier, expliqua Sandra. Il se concentre particulièrement sur votre décision de lancer votre propre entreprise. Il va faire valoir que quitter un emploi stable pour l'entrepreneuriat démontre une prise de décision impulsive et une incapacité à évaluer les risques de manière appropriée. Sandra sortit un autre dossier, celui-ci étiqueté « Analyse financière ». Martin Weber, le comptable de votre famille, a préparé un rapport détaillé sur vos habitudes de dépenses. Il a identifié ce qu'il appelle des signaux d'alarme dans votre comportement financier, y compris un revenu irrégulier, des dépenses mensuelles variables et ce qu'il décrit comme des investissements commerciaux spéculatifs. L'ampleur de la trahison devenait plus claire. Martin ne s'était pas contenté de surveiller passivement mes comptes. Il avait activement analysé mes données financières pour monter un dossier contre moi. Chaque transaction, chaque dépense professionnelle, chaque aspect normal de la vie financière d'un adulte avait été tordu pour devenir une preuve d'incompétence. Il y a plus, dit Sandra, la voix lourde de regret. Perrier a demandé une évaluation psychologique, affirmant que votre comportement financier démontre une instabilité émotionnelle sous-jacente nécessitant une intervention professionnelle. Je me sentais comme si je me noyais dans un océan de preuves fabriquées et d'assassinats de caractère. Et le juge? Verra-t-il clair dans leur jeu? L'expression de Sandra n'inspirait pas confiance. Le juge Guillaume Cartier siège depuis 23 ans, et il est connu pour être très conservateur en matière familiale. Il se range généralement du côté de ce qu'il perçoit comme des membres de la famille inquiets essayant de protéger des proches vulnérables. Perrier le sait, c'est pourquoi il a choisi de déposer le dossier dans la juridiction de Cartier. Elle ouvrit encore un autre dossier révélant la stratégie juridique de Perrier. Perrier va faire valoir que vos récentes pertes commerciales prouvent votre manque de sens des affaires. Il a des documents montrant que vous avez perdu plusieurs clients récemment, ce qu'il utilisera pour démontrer votre incapacité à maintenir un revenu stable. Mon estomac se noie. Comment est-il au courant de mes pertes de clients? C'est quelque chose que nous devons examiner, dit Sandra en prenant une note dans son dossier. Mais pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la construction de votre défense. Perrier demande non seulement le contrôle de votre héritage, mais aussi l'autorité sur les revenus de votre entreprise, votre compte d'épargne, et même des droits d'approbation sur vos arrangements de logement. Je fixais les documents juridiques étalés sur la table, me sentant submergé par l'ampleur de ce que mes parents tentaient de me faire. Ils n'essayaient pas seulement de voler mon héritage. Ils essayaient de me dépouiller de toute mon indépendance d'adulte et de me réduire au statut d'enfant. Quelles sont nos options, demandai-je, bien que j'eusse peur d'entendre la réponse. Sandra rassembla les papiers en piles soignées. Nous avons 2 semaines pour préparer notre défense. Nous avons besoin de témoins de moralité qui peuvent parler de votre responsabilité et de votre sens des affaires. Nous avons besoin de documents prouvant le succès de votre entreprise et votre stabilité financière. Et nous devons trouver un moyen de discréditer le récit que Perrier a construit autour de votre prétendue irresponsabilité. En quittant le bureau de Sandra cet après-midi-là, j'avais l'impression de marcher dans un cauchemar. Mes parents avaient passé des mois à détruire systématiquement ma réputation auprès de tous ceux que je connaissais, montant mes amis et ma famille contre moi, et construisant un dossier juridique conçu pour me dépouiller de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Mais alors que je rentrais chez moi à travers les rues animées de Paris,
regardant les gens normaux vaquer à leurs occupations normales, je réalisais quelque chose qui me donna une lueur d'espoir. Mes parents pensaient tout savoir de ma situation financière, mais ils avaient tort. Ils n'avaient aucune idée de ce que je valais vraiment, et ils n'avaient aucune idée jusqu'où j'étais prête à aller pour protéger mon indépendance. La guerre qu'ils avaient déclenchée était sur le point de devenir beaucoup plus intéressante qu'ils ne l'avaient prévu. Une semaine avant l'audience, ma vie soigneusement construite commença à se désintégrer d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'arrivais à mon bureau le lundi matin pour trouver 3 messages vocaux urgents qui m'attendaient, chacun délivrant la même nouvelle dévastatrice. Mademoiselle Mathieu, c'est Rebecca Thomas du groupe Retail du Lac, commença le premier message. Nous avons décidé de mettre fin à notre contrat avec effet immédiat. Nous avons reçu des informations préoccupantes sur la fiabilité de votre entreprise, et nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des risques avec notre campagne marketing. Le deuxième message venait de David Lemaire du cabinet médical du Nord. Aurore, je suis vraiment désolé, mais nous allons devoir annuler notre projet. Quelqu'un a appelé notre bureau en exprimant des inquiétudes sur ton professionnalisme, et notre conseil d'administration ne se sent pas à l'aise pour aller de l'avant. Le troisième message venait de Sarah Chevalier des Industries du Centre. Salut Aurore, c'est gênant, mais on nous a posé des questions sur tes pratiques commerciales. Nous allons suspendre notre contrat indéfiniment. 3 clients majeurs représentant près de 60% de mon revenu mensuel, tous annulant en l'espace d'un week-end. Le timing ne pouvait pas être une coïncidence. J'appelai immédiatement David Lemaire, espérant sauver au moins une de ses relations. David, quel genre d'inquiétudes ont été soulevées? Je n'ai jamais eu de problème de professionnalisme ou de fiabilité. Sa voix était mal à l'aise lorsqu'il expliqua, quelqu'un a appelé en prétendant effectuer une vérification des antécédents pour un partenaire commercial potentiel. Ils ont posé beaucoup de questions sur ta stabilité, tes pratiques commerciales, si nous avions eu des problèmes avec toi pour respecter les délais ou gérer les projets efficacement. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit que c'était excellent de travailler avec toi, dit David, mais ensuite ils ont commencé à poser des questions sur des rumeurs qu'ils avaient entendues concernant des problèmes financiers personnels affectant tes opérations commerciales. Ils semblaient connaître beaucoup de détails spécifiques sur ton entreprise. Une peur glaciale s'installa dans mon estomac. Quel genre de détails spécifiques? Ils connaissaient le calendrier du projet pour notre compte. Ils connaissaient la valeur de notre contrat. Ils connaissaient même la présentation que tu avais faite à notre conseil d'administration le mois dernier. C'était comme s'ils avaient des informations privilégiées sur notre relation commerciale. Après avoir raccroché avec David, je me rendis immédiatement à ma banque pour vérifier mes comptes professionnels. Ce que j'y découvris me glaça le sang. Selon la chargée de compte, Lisa Moreau, il y avait eu plusieurs tentatives d'accès non autorisées au cours des 2 dernières semaines. Quelqu'un a appelé avec des demandes d'informations sur le compte, expliqua Lisa en me montrant la note dans mon dossier. Ils prétendaient être des représentants autorisés effectuant une diligence raisonnable pour une fusion commerciale potentielle. Nous n'avons divulgué aucune information, bien sûr, mais ils semblaient déjà en savoir beaucoup sur l'activité de votre compte. Que savaient-ils? Ils ont mentionné des dépôts et des retraits spécifiques. Presque comme s'ils confirmaient des informations qu'ils avaient déjà, plutôt que de demander de nouvelles informations. De la banque, je conduisis directement au bureau de mon expert comptable, déterminé à obtenir des réponses. David Durand gérait mes livres d'entreprise depuis 2 ans, et je lui avais toujours fait une confiance totale. Mais quand j'entrai dans son bureau cet après-midi-là, son expression coupable me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. « Aurore, je dois t'expliquer quelque chose », commença-t-il avant même que je ne m'asseye. « Tu as donné mes informations financières à mes parents, dis-je, allant droit au but. » David baissa les yeux vers son bureau, incapable de soutenir mon regard. « Ils ont dit qu'ils s'inquiétaient de la stabilité de ton entreprise. Ils m'ont montré des documents juridiques suggérant qu'ils pourraient avoir besoin de prendre en charge tes affaires financières si tu avais des problèmes. Alors tu as juste remis mes dossiers d'entreprise privée? Ils avaient des formulaires d'autorisation, protesta faiblement David. Les signatures semblaient légitimes, et ils en savaient tellement sur tes finances personnelles que j'ai supposé que tu leur avais donné la permission. J'exigeais de voir ces formulaires d'autorisation, et quand David les produisit à contre-cœur, je vis immédiatement le problème. Les signatures étaient manifestement falsifiées, des approximations grossières de mon écriture qui n'auraient trompé personne regardant attentivement. David, ces signatures sont fausses. Comment as-tu pu ne pas voir ça?
Je ne suis pas expert en graphologie, dit-il défensivement. Tes parents étaient très convaincants. Ils ont dit que tu traversais une période difficile et qu'ils essayaient d'aider à stabiliser ton entreprise avant qu'elle n'échoue complètement. Le tableau devenait plus clair, et il était plus sinistre que je ne l'avais réalisé au départ. Mes parents ne s'étaient pas contentés de rassembler passivement des preuves contre moi. Ils avaient activement saboté mon entreprise pour créer l'échec même qu'ils utilisaient maintenant comme preuve de mon incompétence. Il y a autre chose, admit David à contre-cœur. Un homme nommé Mark Thomas m'a contacté la semaine dernière. Il a dit qu'il était consultant en affaires et qu'il effectuait une évaluation de la viabilité financière de ton entreprise. Il a posé beaucoup de questions détaillées sur tes revenus, tes dépenses, tes contrats clients. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je pensais qu'il était légitime. Il connaissait toute la terminologie correcte, il avait des références professionnelles, et il a dit qu'il travaillait avec ta famille pour évaluer tes perspectives commerciales. Je lui ai fourni un aperçu de base de ta situation financière. Je quittais le bureau de David en me sentant trahi et violé, mais je n'avais pas fini d'enquêter. Ce soir-là, j'appelais Jessica Vasseur, mon amie d'enfance, qui avait fourni l'attestation sur le prêt de 50 €. J'avais besoin de comprendre comment mes parents l'avaient convaincue de trahir notre amitié. Aurore, je suis tellement désolé, dit immédiatement Jessica en entendant ma voix. Je me sens très mal à propos de toute cette histoire. Alors pourquoi as-tu fait ça? La voix de Jessica était tendue alors qu'elle expliquait, tes parents sont venus me voir il y a 3 semaines. Ils étaient si bouleversés, pleurant sur combien ils s'inquiétaient pour toi. Ils ont dit que tu agissais de manière erratique et que tu prenais de mauvaises décisions, et ils avaient peur que tu te diriges vers un effondrement financier complet. Et tu les as crus? Ils avaient des relevés bancaires, Aurore. Ils m'ont montré des impressions de tes dépenses, et quand ils ont mis tout ça ensemble comme ça avait l'air inquiétant. De plus, ils ont mentionné l'histoire des 50 € que j'avais honnêtement oublié jusqu'à ce qu'ils en parlent. C'était il y a plus d'1 an, Jess, et je t'ai remboursé. Je sais, mais ils ont dit que cela faisait partie d'un schéma, et qu'ils avaient besoin de documents pour t'obtenir de l'aide avant que tu ne perdes tout. Ils ont fait croire qu'ils essayaient de te sauver de toi-même. À mesure que la vérité continuait de se dévoiler, je réalisais que mes parents avaient orchestré une campagne incroyablement sophistiquée pour détruire mon indépendance. Ils avaient engagé un détective privé pour recueillir des informations sur mon entreprise, utiliser des documents falsifiés pour accéder à mes dossiers financiers, contacter systématiquement mes clients pour saper leur confiance en moi, et manipuler mes amis et ma famille pour qu'ils témoignent contre moi. Mais la révélation la plus dévastatrice vint quand je les confrontai enfin directement. Je conduisis jusqu'à leur maison ce soir-là, armé des preuves que j'avais rassemblées sur leur conspiration. Comment avez-vous pu me faire ça, exigeai-je lorsqu'ils ouvrirent la porte. Patricia commença immédiatement à pleurer, mais l'expression de Robert était froide et sans excuse. Nous avons fait ce que nous devions faire pour protéger ton héritage. Vous voulez dire pour voler mon héritage? Ne sois pas dramatique, Aurore, dit Robert. Tout ce que nous faisons est pour ton bien. C'est alors que Patricia s'effondra complètement. À travers ses larmes, elle admit qu'ils avaient engagé Mark Thomas, le détective privé qui se faisait passer pour un consultant en affaires. Elle avoua qu'ils avaient des difficultés financières depuis la retraite anticipée de Robert, et qu'ils comptaient sur mon héritage pour résoudre leurs problèmes. Nous vivons d'un chèque de paie à l'autre depuis 2 ans, sanglota-t-elle. La pension de Robert ne suffit pas et nous avons déjà hypothéqué la maison 2 fois. Quand ta grand-mère t'a laissé cet argent, nous avons pensé que ce serait notre salut. Alors vous avez décidé de détruire ma vie pour l'obtenir. Le masque de Robert tomba enfin, révélant le désespoir en dessous. Grand-mère Hélène voulait que j'aie de l'indépendance et des opportunités, dis-je. Elle voulait que je construise ma propre vie. Et regarde ce que tu en as fait, claqua Robert. Une entreprise en faillite, des dépenses croissantes, aucune stabilité ni sécurité. Nous te sauvons d'un désastre complet. En quittant leur maison ce soir-là, je compris enfin l'ampleur totale de ce qu'ils avaient fait. Ils n'avaient pas simplement déposé une demande de mise sous tutelle. Ils avaient systématiquement détruit mes relations commerciales, violé ma vie privée, manipulé mes amis et fabriqué des preuves pour soutenir leur dossier. Ils avaient transformé ma quête d'indépendance en une preuve apparente d'incompétence, et ils l'avaient fait tout en prétendant agir par amour. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur enquête n'avait découvert que la surface de ma situation financière.
Il pensait comprendre ma valeur basée sur un petit compte professionnel et un héritage modeste, mais il n'avait aucune idée de ce à quoi ils avaient vraiment affaire. L'audience n'était que dans quelques jours, et je réalisais que le tribunal deviendrait le champ de bataille où la vérité serait enfin révélée. Mes parents pensaient avoir construit un dossier inébranlable contre moi, mais ils étaient sur le point de découvrir que leur fille était bien plus redoutable qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Le matin de l'audience arriva avec ce genre d'air frais d'automne qui aurait dû promettre de nouveaux débuts, mais qui ressemblait plutôt à un présage de catastrophe imminente. La salle d'audience du juge Guillaume Cartier était bondée au-delà de sa capacité, remplie des témoins que mes parents avaient rassemblés pour témoigner contre moi. En prenant place à côté de Sandra Leroy, je pouvais sentir le poids de leur jugement collectif peser sur moi comme une force physique. Maître Jonathan Perrier commandait la salle d'audience avec l'assurance d'un homme qui n'avait jamais perdu un procès. Il ne se souciait que de gagner. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, son costume coûteux taillé à la perfection, et sa voix portait l'autorité de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il voulait. « Votre honneur », commença Perrier, sa déclaration d'ouverture livrée avec une précision théâtrale. « Nous sommes ici aujourd'hui pour empêcher le gaspillage tragique de l'héritage et de l'avenir d'une jeune femme. Mademoiselle Aurore Mathieu, malgré les meilleurs efforts de ses parents aimants, a démontré un schéma constant d'irresponsabilité financière qui menace non seulement sa propre sécurité, mais potentiellement la stabilité financière de toute sa famille. » Il fit un geste vers une table chargée de pièces à conviction, chacune représentant un autre morceau de preuve dans leur dossier soigneusement construit contre moi. Les preuves montreront que mademoiselle Mathieu a gâché des opportunités, pris des décisions impulsives et ignoré constamment les conseils avisés des membres de sa famille qui ont ses meilleurs intérêts à cœur. Le juge Cartier, un homme sévère d'une soixantaine d'années, aux cheveux grisonnants et aux lunettes à monture métallique, écoutait attentivement tandis que Perrier me dépeignait comme une enfant imprudente se faisant passer pour une adulte responsable. L'expression du juge restait neutre, mais je pouvais le voir prendre des notes pendant que Perrier exposait leur stratégie. Nous présenterons des témoignages de la famille, d'amis, de voisins et d'associés commerciaux qui ont été témoins du comportement financier de plus en plus erratique de mademoiselle Mathieu, continua Perrier. Nous montrerons au tribunal des preuves documentées de dépenses inutiles, de mauvaises décisions commerciales et d'un refus troublant d'accepter les conseils de ceux qui se soucient le plus d'elle. La déclaration d'ouverture de Sandra Leroy fut plus courte et moins théâtrale, mais non moins passionnée. Votre honneur. Ce que nous avons ici n'est pas un cas d'irresponsabilité financière, mais plutôt celui d'une jeune femme qui a osé poursuivre l'indépendance et l'entrepreneuriat face à la pression familiale de se conformer à leurs attentes. Mademoiselle Mathieu a bâti une entreprise prospère, géré ses finances de manière responsable et fait le genre d'achats et de décisions normaux que tout adulte indépendant a le droit de faire. Mais au début des témoignages, il devint clair que l'assurance théâtrale de Perrier était bien fondée. Les témoins qu'il avait rassemblés peignirent un tableau dévastateur de ma prétendue irresponsabilité. Madame Éléonore Hubert prit la barre en premier, vêtue de sa meilleure tenue du dimanche, et parlant avec l'autorité de quelqu'un qui observait les activités du quartier depuis des décennies. J'habite à côté de chez mademoiselle Mathieu depuis plus d'1 an, témoigna-t-elle, et je m'inquiète de ses habitudes de dépenses depuis le début. Perrier la guida à travers un compte rendu détaillé des livraisons de nourriture coûteuse dont elle avait été témoin, des arrivées tardives de VTC, et de ce qu'elle décrivit comme des paquets constants provenant de sites d'achat en ligne. Décririez-vous mademoiselle Mathieu comme vivant selon les moyens de quelqu'un ayant un revenu modeste, demanda Perrier. Absolument pas, répondit fermement madame Hubert. La somme d'argent qu'elle dépense rien qu'en plat à emporter nourrirait une famille de 4 personnes pendant une semaine. Lors du contre-interrogatoire, Sandra essaya de souligner que madame Hubert n'avait aucune connaissance réelle de mes revenus ou de ma situation financière, mais le mal était déjà fait. Le juge Cartier avait entendu une voisine âgée exprimer une inquiétude sincère concernant ce qui semblait être des dépenses excessives. Benoît Mathieu, mon cousin, prit la barre ensuite. Son témoignage sur le week-end en Normandie fut particulièrement dommageable car il y avait effectivement été avec moi. Aurore a dépensé 300 € ce week-end-là, témoigna-t-il en secouant la tête comme s'il était encore choqué par le souvenir. Hôtel, repas, activités, souvenirs. Elle payait des tournées à des inconnus au bar, s'offrait des soins coûteux au spa, agissant comme si l'argent n'avait aucune importance. Lui avez-vous exprimé une quelconque inquiétude à propos de ce niveau de dépenses, demanda Perrier. J'ai essayé, dit Benoît, me regardant directement avec déception, mais elle a juste ri en disant qu'elle méritait de se faire plaisir. C'était comme si elle n'avait aucune notion de la valeur de l'argent. Le témoignage de Jessica Vasseur fut le plus douloureux à endurer.
Mon amie d'enfance prit la barre avec des larmes se formant déjà dans ses yeux, clairement mal à l'aise avec ce qu'elle s'apprêtait à faire. Je connais Aurore depuis que nous avons 7 ans, commença-t-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Je l'aime comme une sœur, c'est pourquoi c'est si dur pour moi. L'interrogatoire de Perrier fut doux mais minutieux, alors que Jessica décrivait l'incident du prêt de 50 €, soulignant comment j'avais oublié la dette pendant 2 mois et ne l'avais remboursée qu'après plusieurs rappels. Décririez-vous mademoiselle Mathieu comme quelqu'un qui prend ses obligations financières au sérieux, demanda Perrier. Jessica regarda ses mains en répondant. Aurore a toujours été généreuse et gentille, mais elle peut être négligente avec l'argent. Elle a toujours été plus concentrée sur le fait de s'amuser que sur le fait d'être pragmatique. Le défilé de témoins continua toute la matinée. Mon ancienne responsable, Jennifer Gaillard, témoigna de ma décision impulsive de quitter un emploi stable. Mon propriétaire, François Rodriguez, témoigna d'inquiétudes qu'il avait eues concernant ma capacité à maintenir des paiements de loyer constants. Même la propriétaire de ma salle de sport, Marie Sanchez, avait été contactée et persuadée de témoigner sur ce que Perrier qualifiait de dépenses de luxe inutiles. À la pause déjeuner, je me sentais comme si je me noyais dans un océan de preuves fabriquées et de perspectives tordues. Chaque aspect normal de ma vie d'adulte avait été transformé en preuve d'irresponsabilité et de manque de jugement. La séance de l'après-midi commença avec Marc Thomas à la barre. Perrier le présenta comme un consultant en affaires indépendant qui avait évalué la viabilité financière de mon entreprise. Sur la base de votre analyse, demanda Perrier, quelle est votre opinion professionnelle sur le sens des affaires de mademoiselle Mathieu? Thomas, un homme dans la quarantaine avec l'apparence soignée d'un témoin expert professionnel, livra son témoignage préparé avec une efficacité dévastatrice. Le modèle économique de mademoiselle Mathieu est fondamentalement insoutenable, déclara-t-il. Son taux de rétention client est faible. Ses frais généraux sont excessifs et ses prévisions de revenus sont irréalistes. À mon avis professionnel, son entreprise fera faillite dans les 12 prochains mois. Avez-vous trouvé des preuves d'une planification financière saine ou d'une stratégie commerciale? Aucune, répondit Thomas. Mademoiselle Mathieu semble fonctionner à l'optimisme plutôt qu'à l'expertise, prenant des décisions basées sur l'émotion plutôt que sur des principes commerciaux sains. Le témoignage le plus dommageable vint lorsque mes parents eux-mêmes prirent la barre. Robert Mathieu se présenta comme un père inquiet, désespéré de sauver sa fille de la ruine financière. Votre honneur, dit-il, la voix lourde d'angoisse parentale. Patricia et moi avons regardé notre fille prendre une mauvaise décision après l'autre. Nous avons essayé d'offrir des conseils, essayé de partager nos décennies d'expérience dans la gestion de l'argent et la construction de la sécurité, mais elle refuse d'écouter. Perrier guida Robert à travers un compte rendu détaillé de mon historique financier, soulignant chaque achat ou décision qui pourrait être qualifié d'impulsif ou excessif. Quand mademoiselle Mathieu a quitté son emploi stable pour lancer une entreprise, demanda Perrier, quelle a été votre réaction en tant que père? J'étais terrifié, admit Robert. Elle n'avait aucune expérience des affaires, aucune réserve de capital, aucun plan de secours. C'était comme regarder quelqu'un sauter d'une falaise en espérant apprendre à voler pendant la chute. Le témoignage de Patricia fut encore plus émotionnellement manipulateur. Elle prit la barre en pleurant, décrivant ses nuits sans sommeil, s'inquiétant pour mon avenir, et ses tentatives désespérées pour m'atteindre avant qu'il ne soit trop tard. Je m'en veux, sanglota-t-elle. Peut-être avons-nous été trop permissifs quand Aurore était plus jeune. Peut-être ne lui avons-nous pas enseigné la valeur de l'argent correctement. Mais je ne peux pas rester là à la regarder détruire sa vie alors que je sais que nous pourrions l'aider si elle nous laissait faire. Tout au long de leur témoignage, mes parents se présentèrent comme des membres de la famille aimant, faisant d'énormes sacrifices personnels pour sauver leur fille de son propre mauvais jugement. Ils peignirent le tableau d'une crise familiale nécessitant une intervention judiciaire pour éviter un désastre complet. Lorsque Sandra Leroy contre-interrogea mes parents, elle essaya d'exposer les motivations financières derrière leur inquiétude, mais Robert et Patricia s'étaient préparés à ces questions. Monsieur Mathieu, n'est-il pas vrai que vous et votre femme faites face à d'importantes difficultés financières, demanda Sandra. Nous avons eu quelques défis depuis ma retraite, admit Robert, mais cela n'a rien à voir avec notre inquiétude pour Aurore. Au contraire, notre propre expérience de la pression financière nous rend plus conscients des dangers qu'elle affronte. Et obtenir le contrôle de l'héritage de votre fille n'aiderait-il pas à résoudre certains de ces défis financiers? L'expression de Robert se mua en indignation vertueuse. Comment osez-vous suggérer que nous exploiterions notre propre fille pour de l'argent? Tout ce que nous faisons est pour la protéger,
pas pour nous avantager. À la fin de la journée, Perrier avait peint un tableau convaincant d'une famille aimante, essayant désespérément de sauver leur fille. Le poids des témoignages contre moi semblait écrasant, et je pouvais voir que le juge Cartier était de plus en plus convaincu par leur récit. La défense de Sandra se concentrait sur mes droits constitutionnels et le manque de preuves d'une incompétence financière réelle, mais cela semblait faible face à la montagne de témoignages de moralité que Perrier avait assemblés. Lorsque l'audience fut levée pour la journée, je savais que nous étions en train de perdre lourdement. Les questions du juge étaient devenues de plus en plus sceptiques quant à ma capacité à gérer mes propres affaires, et la confiance de Perrier rayonnait dans la salle d'audience comme la chaleur d'une fournaise. Ce soir-là, Sandra m'appela avec des nouvelles dévastatrices. « Aurore, je dois être honnête avec vous. Le juge Cartier penche fortement pour accorder la mise sous tutelle. Les témoignages d'aujourd'hui étaient très dommageables, et nous n'avons pas assez de preuves pour contrer leur récit efficacement. Quelles sont nos options ? Nous pouvons présenter nos propres témoins de moralité demain, mais franchement, Perrier a fait un travail si minutieux pour vous discréditer que je ne suis pas sûr que ce sera suffisant. À moins que nous ne puissions trouver un moyen de changer complètement la narration de cette affaire, vous allez tout perdre. » En raccrochant le téléphone, je réalisais que la stratégie de mes parents avait été encore plus efficace que je ne l'avais prévu. Ils avaient transformé la salle d'audience en un théâtre où j'étais la méchante, où mon indépendance était dépeinte comme de la rébellion et où leur cupidité était déguisée en amour. Mais ils avaient commis une erreur cruciale dans leur planification. Ils pensaient tout savoir de ma situation financière, mais ils n'en avaient qu'effleuré la surface. Demain, quand je serai forcé de révéler la vérité complète sur ma richesse, leur récit soigneusement construit s'effondrerait comme un château de cartes. La bataille était loin d'être terminée, et mes parents étaient sur le point de découvrir que leur fille n'était pas la victime impuissante qu'ils avaient dépeinte au tribunal. Le deuxième jour de l'audience commença avec le juge Cartier appelant la cour à siéger, son expression grave alors qu'il se préparait à livrer ce qui semblait être une conclusion inéluctable. La salle d'audience était encore plus bondée que la veille, remplie d'observateurs curieux attirés par la rumeur que l'affaire de tutelle de la famille Mathieu approchait de sa conclusion dramatique. Avant de rendre ma décision, commença le juge Cartier, sa voix portant le poids de l'autorité judiciaire, je tiens à déclarer pour le dossier que cette affaire a présenté certains des témoignages les plus convaincants que j'ai entendus concernant des inquiétudes financières familiales en 23 ans de carrière. Je sentis mon cœur couler alors que le juge continuait son préambule, se préparant clairement à statuer en faveur de mes parents. Sandra Leroy était assise rigidement à côté de moi, sa mâchoire serrée par la tension de savoir que nous étions sur le point de tout perdre. Les preuves présentées par les requérants, continua le juge Cartier, démontrent un schéma troublant d'irresponsabilité financière qui pourrait effectivement justifier une intervention judiciaire pour protéger mademoiselle Mathieu de tout préjudice supplémentaire à ses intérêts économiques. Le sourire triomphant de Jonathan Perrier était à peine dissimulé alors qu'il écoutait ce qui ressemblait à une justification complète de sa stratégie. Mes parents étaient assis derrière lui, la satisfaction sévère de Robert et le soulagement larmoyant de Patricia peignant l'image de membres de la famille inquiets sur le point de sauver leur fille en difficulté. Par conséquent, annonça le juge Cartier, je suis prêt à accorder la tutelle temporaire à Robert et Patricia Mathieu, effective immédiatement après l'achèvement des formalités administratives nécessaires. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Malgré tout ce que Sandra et moi avions préparé, malgré la connaissance de la vérité sur ma situation financière, j'étais sur le point de perdre mon indépendance au profit de deux personnes qui avaient passé des mois à détruire systématiquement ma vie pour voler mon héritage. Mademoiselle Mathieu devra remettre toutes ses cartes bancaires, accès aux comptes professionnels et clés résidentielles dans les 24 heures suivant cette ordonnance, continua le juge. M et Madame Mathieu assumeront l'entière responsabilité financière du bien-être de leur fille, y compris l'autorité d'approbation pour toutes les dépenses dépassant 50 €. Les huissiers se dirigeaient déjà vers notre table, se préparant à m'escorter hors de la salle d'audience comme une adulte nouvellement déclarée incompétente. Perrier rassemblait ses papiers avec la satisfaction d'un général venant de remporter une bataille décisive. Mais c'est alors que Sandra Leroy se leva si rapidement que sa chaise racla bruyamment contre le sol. « Votre honneur, je demande une motion d'urgence pour présenter des preuves supplémentaires avant que vous ne signiez l'ordonnance de tutelle, annonça-t-elle, sa voix tranchant le murmure d'anticipation de la salle d'audience. Le juge Cartier parut agacé par l'interruption de sa conclusion soigneusement préparée. Maître Leroy, nous avons entendu des témoignages approfondis pendant 2 jours. Quelles preuves supplémentaires pourraient bien changer les faits fondamentaux de cette affaire ? Sandra plongea la main dans sa mallette et en sortit un petit enregistreur numérique, le tenant bien haut pour que la cour le voie.
Votre honneur, j'ai des enregistrements audio qui démontrent une fraude et une conspiration dans la préparation de ce dossier. Des preuves que les requérants ont sciemment présenté de faux témoignages et fabriqué des preuves pour soutenir leur requête. La salle d'audience éclata en murmures surpris, mais l'expression du juge Cartier resta sceptique. Maître Leroy, si vous aviez des preuves de fraude, pourquoi n'ont-elles pas été présentées pendant le cours normal de ces procédures? Votre honneur, ces enregistrements ont été obtenus légalement, mais nous avions besoin de temps pour vérifier leur authenticité et leur pertinence. Je crois qu'ils changeront fondamentalement la compréhension de cette affaire par la Cour. Perrier bondit sur ses pieds, son assurance précédente remplacée par une alarme évidente. Objection, votre honneur. Tout enregistrement fait sans le consentement approprié est inadmissible, et cette présentation de preuves de dernière minute est clairement une tentative désespérée de faire dérailler des procédures judiciaires légitimes. Maître Leroy, dit sévèrement le juge Cartier, vous avez 5 minutes pour me convaincre que cette preuve est à la fois admissible et pertinente, ou je procéderai à la signature de l'ordonnance de tutelle. Sandra se déplaça rapidement pour installer un petit système de haut-parleurs, sa main stable malgré l'énorme pression. Votre honneur, Mademoiselle Mathieu a légalement enregistré des conversations avec les membres de sa famille concernant leurs intentions et méthodes dans la poursuite de cette mise sous tutelle. Alors que Sandra appuyait sur lecture pour le premier enregistrement, la voix de mon père remplit la salle d'audience avec une clarté glaçante. Patricia, une fois qu'on aura le contrôle des comptes d'Aurore, on pourra enfin rembourser les cartes de crédit et peut-être même verser un acompte pour cet endroit dans le sud, disait la voix enregistrée de Robert. 25 000 €, ça peut ne pas sembler beaucoup pour elle, mais ça résoudra la plupart de nos problèmes. Le rire de Patricia traversa le haut-parleur comme un couteau. Je me sens presque mal de voir à quel point c'est facile. Aurore n'a aucune idée qu'on planifie ça depuis des mois. Elle pense toujours qu'on est juste des parents inquiets. La salle d'audience tomba dans le silence, à l'exception du son de la voix enregistrée de ma mère continuant, Martin a été tellement utile avec la documentation financière et Marc sait vraiment comment faire paraître son entreprise instable. Le temps qu'on en ait fini, aucun juge ne pensera qu'elle est capable de gérer un stand de limonade. L'expression du juge Cartier s'était complètement transformée. La confiance et la certitude qui avaient marqué son attitude quelques instants auparavant avaient été remplacées par une alarme croissante à mesure que l'ampleur de la conspiration devenait claire. Sandra fit jouer un deuxième enregistrement, celui-ci mettant en vedette Robert donnant des instructions à Marc Thomas. Je me fiche de ce à quoi ressemble sa performance commerciale réelle, disait clairement la voix de Robert. Votre travail est de trouver des problèmes, de créer des problèmes si nécessaire, et de tout documenter d'une manière qui la fasse paraître incompétente. On vous paie pour nous donner des munitions, pas pour mener une évaluation honnête. La voix de Thomas répondit avec un détachement professionnel, je comprends parfaitement, monsieur Mathieu. Je m'assurerai que ces pertes de clients ressemblent à un schéma d'échec plutôt qu'à une interférence extérieure. Le rapport recommandera une intervention immédiate pour empêcher une détérioration supplémentaire de l'entreprise. Perrier était de nouveau sur ses pieds, son visage rouge de colère et de désespoir. Votre honneur, ces enregistrements pourraient être complètement fabriqués. Sans chaîne de traçabilité appropriée, sans vérification de leur authenticité, ce n'est rien de plus qu'une fiction élaborée conçue pour. Le juge Cartier le coupa d'un geste brusque. Maître Perrier, je vous suggère d'écouter attentivement le prochain enregistrement avant de continuer à faire des objections. Sandra fit jouer le troisième enregistrement et la propre voix de Perrier remplit la salle d'audience. Le silence dans la salle d'audience était assourdissant. Le visage du juge Cartier était devenu pâle alors que l'ampleur totale de la manipulation devenait claire. Sandra continua avec un quatrième enregistrement, celui-ci capturant Robert briefant Madame Hubert. Madame Hubert, nous apprécions vraiment que vous soyez prête à nous aider à lui obtenir l'assistance dont elle a besoin, disait la voix de Robert. Cette enveloppe contient 200 € comme compensation pour votre temps et vos efforts pour témoigner. Nous avons juste besoin que vous insistiez sur à quel point ces dépenses paraissent excessives d'après vos observations. La voix âgée de Madame Hubert répondit, je ne me sens pas à l'aise de prendre de l'argent pour ça, monsieur Mathieu. Et honnêtement, la gamine me semble parfaitement gentille. Je ne sais vraiment rien de ses finances. C'est exactement pourquoi votre perspective est si précieuse, continuait la voix de Robert. Parfois, les étrangers peuvent voir des problèmes que les membres de la famille manquent parce que nous sommes trop impliqués émotionnellement. Décrivez simplement ce que vous avez observé concernant les livraisons de nourriture et les paquets et laissez le juge tirer ses propres conclusions. Le juge Cartier se leva brusquement, sa chaise raclant contre le sol.
L'autorité et le contrôle qui avaient caractérisé son attitude tout au long de l'audience avaient été remplacés par un choc évident et une colère croissante. Maître Perrier, dit le juge d'une voix à peine contrôlée, êtes-vous prêt à expliquer comment votre client s'est retrouvé en possession d'enregistrements aussi détaillés de coaching de témoins et de corruption? Perrier transpirait maintenant, son costume coûteux semblant soudainement flétri alors que son dossier s'effondrait autour de lui. Votre honneur, je n'avais aucune connaissance d'un contact inapproprié avec des témoins. Si mes clients ont agi de manière inappropriée, ils l'ont fait sans ma connaissance ou mon consentement. C'est intéressant, dit Sandra en se dirigeant vers sa table pour récupérer une autre pièce à conviction, parce que nous avons aussi ceci. Elle tint bien haut un jeu de documents qui fit virer le visage de Perrier au blanc complet. Des relevés bancaires montrant des paiements de Robert Mathieu à Marc Thomas pour des services décrits comme consultation commerciale. Des paiements à Madame Hubert listés comme compensation de témoins, et le plus intéressant de tous, un paiement au cabinet Perrier et associé pour des services décrits comme préparation et coaching de témoins. La voix du juge Cartier tonna dans la salle d'audience. Sécurité, veuillez escorter Monsieur Thomas hors du bâtiment immédiatement. Maître Perrier, considérez-vous sous le coup d'une enquête par le barreau dès cet instant. Mais Sandra n'avait pas fini. Votre honneur, il y a un dernier enregistrement que je crois que la cour doit entendre. Celui-ci a été fait la semaine dernière, après que tous les témoignages ont été rassemblés. Elle fit jouer le dernier enregistrement et la voix de Patricia remplit la salle d'audience avec une honnêteté dévastatrice. Robert, je n'arrive pas à croire à quel point ça a parfaitement marché, disait la voix enregistrée de Patricia. Aurore n'a aucune idée qu'on a menti à tout le monde sur notre situation financière. Quand on aura le contrôle de son argent, on pourra enfin payer la maison, effacer les cartes de crédit, et peut-être même faire cette croisière qu'on voulait. La voix de Robert répondit avec une froide satisfaction, la meilleure partie, c'est qu'elle ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé. Le temps que la tutelle soit en place, toutes ses relations commerciales seront détruites et elle sera complètement dépendante de nous. Elle n'aura pas d'autre choix que d'accepter notre version de la réalité. Je me sens presque désolé pour elle, continuait la voix de Patricia, mais 25 000 € résoudront tellement de nos problèmes. Et ce n'est pas comme si elle utilisait l'argent de manière responsable de toute façon. La salle d'audience était dans le chaos complet. Les spectateurs murmuraient sous le choc. Perrier rassemblait frénétiquement ses papiers et mes parents étaient assis dans un silence stupéfait alors que leur conspiration entière était exposée par leurs propres mots. La voix du juge Cartier trancha le bruit comme une lame. La séance est suspendue pour 30 minutes pendant que j'examine ces preuves et détermine la réponse appropriée à ce qui semble être une fraude élaborée perpétrée contre cette cour. Alors que le juge sortait en trombe de la salle d'audience, je compris enfin pourquoi Sandra avait semblé si confiante malgré les témoignages accablants contre moi. Elle savait depuis le début que nous avions les preuves pour détruire complètement leur dossier. La cupidité et l'arrogance de mes parents les avaient conduits à créer un registre détaillé de leur propre conspiration. Et maintenant, cette conspiration était sur le point de les détruire eux, au lieu de moi. Les rôles n'avaient pas seulement été inversés. Ils avaient été complètement renversés et la vérité était enfin sur le point de me libérer. Lorsque le juge Cartier revint dans la salle d'audience 30 minutes plus tard, son attitude s'était transformée de celle d'un juge aux affaires familiales inquiet à celle d'un procureur criminel venant de découvrir une conspiration majeure. Son visage était sombre, ses mouvements délibérés et sa voix portaient une pointe de colère à peine contrôlée qui fit se redresser tout le monde dans la salle. Avant que cette cour ne procède à toute autre affaire, annonça le juge Cartier, j'ordonne à toutes les parties de présenter des états financiers complets et exacts sous peine de parjure. Il est devenu clair que cette affaire a été construite sur une fondation de mensonges et de manipulations, et j'ai l'intention de découvrir toute la vérité avant de déterminer les sanctions appropriées. Jonathan Perrier, son assurance précédente complètement évaporée, tenta une dernière objection désespérée. Votre honneur, la capacité financière des requérants n'est pas pertinente pour la question de savoir si la défenderesse nécessite une intervention de protection. Maître Perrier, l'interrompit le juge Cartier, sa voix cinglante comme un fouet, étant donné que nous venons d'entendre des enregistrements de vos clients discutant de leur intention de voler l'héritage de leur fille pour payer leurs propres dettes, je dirais que leur situation financière est extrêmement pertinente. Maintenant, asseyez-vous et restez silencieux à moins que je ne vous pose spécifiquement une question. Sandra Leroy s'approcha du banc en portant une enveloppe brune scellée. Son expression était soigneusement neutre, malgré ce que je savais être une immense satisfaction à ce moment précis. Votre honneur, dit Sandra, Mademoiselle Mathieu a protégé certaines informations financières pour des raisons de sécurité et de confidentialité.
Mais étant donné les circonstances de cette affaire, elle est maintenant prête à divulguer sa situation financière complète à la cour. Le juge Cartier prit l'enveloppe avec une curiosité évidente. En l'ouvrant et en commençant à lire le contenu, son expression passa de la confusion à la surprise, puis à la stupéfaction complète. Je regardais ses yeux s'écarquiller alors qu'il parcourait les documents, puis je le vis revenir au début et les relire comme s'il était incapable de croire ce qu'il voyait. « Mademoiselle Mathieu, dit le juge lentement, la voix remplie de perplexité. Ces documents indiquent que votre modeste cabinet de conseil en marketing est en fait la société mère d'une entreprise beaucoup plus vaste. Est-ce exact? Oui, votre honneur, répondis-je, parlant publiquement de ma véritable situation financière pour la première fois. Mathieu Solutions Numériques opère comme la société holding pour plusieurs filiales à travers la France. Le juge Cartier continua de lire, son étonnement grandissant à chaque page. Selon ses états financiers, votre entreprise a des contrats avec des sociétés majeures à travers l'Île-de-France, les Hauts-de-France et le Grand Est, avec des revenus annuels dépassant 2,4 millions d'euros. Un halètement collectif s'éleva de la salle d'audience. Mes parents restèrent figés sur leur siège, leur visage reflétant la réalisation naissante qu'ils avaient complètement mal jugé l'ampleur de mon succès. C'est exact, votre honneur, confirmai-je. Le petit bureau de conseil sur lequel mes parents ont enquêté ne représente que nos opérations locales. Notre siège principal est situé dans le centre de Paris, avec des bureaux satellites à Lyon et Lille. Sandra tendit au juge des documents supplémentaires, chaque révélation plus choquante que la précédente. Votre honneur, ces registres de propriété montrent que mademoiselle Mathieu possède 4 propriétés résidentielles et un immeuble commercial, y compris la structure qui abrite ses opérations commerciales principales. Le juge Cartier lut à haute voix les registres de propriété, sa voix devenant plus forte à chaque adresse. Un appartement haussmannien dans le Marais évalué à 450 000 euros. Une maison de vacances à Deauville valant 275 000 euros. Un investissement locatif à Versailles générant un revenu mensuel de 3 200 euros, et un immeuble commercial dans le quartier de la Défense évalué à 1,2 million d'euros. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du bruissement des papiers, alors que le juge Cartier continuait d'examiner mon portefeuille financier. Lorsqu'il atteignit les relevés d'investissement, ses sourcils se levèrent si haut qu'ils disparurent presque sous la ligne de ses cheveux. Mademoiselle Mathieu, ces comptes d'investissement montrent des actifs liquides de 2,1 millions d'euros en actions, obligations et fonds monétaires. Est-ce exact? Oui, votre honneur. J'ai réinvesti les bénéfices de mes opérations commerciales au cours des 5 dernières années, construisant un portefeuille diversifié conçu pour assurer une sécurité financière à long terme. Mon père avait l'air d'être sur le point d'avoir une crise cardiaque. La femme qu'ils avaient dépeinte comme une enfant financièrement irresponsable ayant besoin de leurs conseils venait d'être révélée comme quelqu'un valant près de 4 millions d'euros. Mais les révélations n'étaient pas finies. Sandra présenta un autre dossier au juge, celui-ci contenant des informations que j'avais espéré ne jamais avoir à divulguer publiquement. Votre honneur, ces documents détaillent les contributions caritatives et les investissements communautaires de mademoiselle Mathieu, expliqua Sandra. Des informations qu'elle a gardées privées pour éviter toute attention ou sollicitation indésirable. Le juge Cartier ouvrit le dossier et commença à lire avec un étonnement renouvelé. Des dons annuels à l'hôpital Necker-Enfants Malades totalisant 65 000 euros. Des fonds de bourse d'études établis au lycée Charlemagne et à l'université de la Sorbonne avec des dotations totales de 120 000 euros. Des contributions régulières à la banque alimentaire, au refuge pour sans-abri et au centre d'aide pour femmes, totalisant encore 40 000 euros annuellement. Le juge leva les yeux des documents avec une expression de perplexité totale. Mademoiselle Mathieu, vous donnez plus d'argent en dons caritatifs chaque année que la plupart des gens ne gagnent dans toute leur carrière. Oui, votre honneur. Ma grand-mère m'a appris que la richesse s'accompagne de responsabilités et j'ai essayé d'utiliser mon succès pour aider les autres dans notre communauté. Sandra présenta alors ce qu'elle décrivit comme la dernière pièce du puzzle. Des documents qui expliqueraient comment mes parents avaient si complètement mal jugé ma situation financière. Votre honneur, ces relevés bancaires montrent que mademoiselle Mathieu soutient secrètement les dépenses du ménage de ses parents depuis 3 ans, annonça Sandra. Des paiements anonymes à leur banque hypothécaire, aux fournisseurs d'énergie et aux sociétés de crédit, totalisant plus de 80 000 euros. Le juge Cartier fixa les relevés de paiement avec incrédulité. Vous payez les factures de vos parents sans qu'ils le sachent? Oui, votre honneur. Lorsque mon père a pris sa retraite anticipée, j'ai découvert qu'ils avaient des difficultés financières. Plutôt que de les embarrasser en offrant une aide directe,
j'ai organisé des paiements anonymes via un service tiers. Je voulais qu'ils gardent leur dignité tout en m'assurant qu'ils ne perdent pas leur maison. Le silence dans la salle d'audience était assourdissant. Mes parents, qui avaient passé des mois à se présenter comme des membres de la famille inquiets essayant de sauver leur fille irresponsable, venaient d'être révélés comme les bénéficiaires de son soutien financier secret. Le visage de Patricia était enfoui dans ses mains, ses épaules tremblant de ce qui aurait pu être des sanglots ou un rire nerveux. Robert était assis, rigide sur sa chaise, fixant droit devant lui avec l'expression d'un homme voyant sa vision du monde s'effondrer. Le juge Cartier revint aux états financiers, secouant la tête en absorbant l'ampleur totale de ce qui avait été révélé. Mademoiselle Mathieu, selon ces documents, votre entreprise a été présentée dans le journal des entreprises, le magazine Entrepreneur, et le classement Forbes 30 Under 30 ces 2 dernières années. Est-ce exact? Oui, votre honneur. Nous avons reçu une reconnaissance pour nos stratégies de marketing numérique innovantes et notre engagement à soutenir les petites entreprises dans la région. Et cette Peugeot d'occasion qui a été présentée comme preuve de votre mauvais jugement financier. C'est ma voiture de tous les jours, votre honneur. Je possède aussi une berline BMW que j'utilise pour les réunions d'affaires, mais je préfère la Peugeot pour les trajets réguliers. Elle est fiable, économique et n'attire pas l'attention indésirable. Le juge Cartier ferma les dossiers financiers et se recula dans sa chaise, ressemblant à un homme venant d'être témoin de quelque chose défiant toute logique et raison. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien, dit-il lentement. M et Madame Mathieu ont déposé une requête prétendant que leur fille était trop financièrement irresponsable pour gérer un héritage de 25 000 €. Pendant ce temps, cette fille prétendument irresponsable a bâti un empire commercial de plusieurs millions d'euros, possède plusieurs propriétés, maintient d'importants portefeuilles d'investissement, contribue à hauteur de centaines de milliers d'euros à des œuvres caritatives, et soutient secrètement les dépenses du ménage de ses parents depuis des années. C'est exact, votre honneur, confirma Sandra. Le juge Cartier regarda directement mes parents, son expression mêlant colère et perplexité totale. Monsieur et Madame Mathieu, vous avez tenté d'obtenir le contrôle des actifs de votre fille en prétextant des difficultés financières et une inquiétude parentale. Alors qu'elle vous empêchait secrètement de perdre votre maison en raison de votre propre irresponsabilité financière. Robert trouva enfin sa voix, bien qu'elle sortît à peine plus fort qu'un murmure. Nous n'avions aucune idée. Elle ne nous a jamais parlé de tout ça. Parce qu'elle protégeait votre dignité, répliqua sèchement le juge Cartier. Pendant que vous complotiez pour voler son héritage, elle s'assurait discrètement que vous ne finissiez pas à la rue. Le juge rassembla tous les documents financiers en une pile soignée et se leva, sa décision claire sur son visage. Cette cour a rarement vu un renversement de situation aussi complet, annonça-t-il. Ce qui a commencé comme une requête pour protéger une jeune femme prétendument irresponsable d'un préjudice financier a été révélé comme une conspiration élaborée pour escroquer l'une des entrepreneurs les plus prospères de cette juridiction. Alors que le juge Cartier se préparait à rendre son verdict final, je réalisais que la cupidité de mes parents les avait conduits à attaquer la personne même qui avait été leur salut financier. Leur tentative de voler mon héritage avait révélé non seulement ma richesse cachée, mais aussi leur dépendance complète à ma générosité secrète. La vérité était enfin sortie, et elle était plus dévastatrice que quiconque dans cette salle d'audience n'aurait pu l'imaginer. La voix du juge Cartier tonna dans la salle d'audience bondée alors qu'il rendait son verdict avec la fureur vertueuse d'un homme ayant été profondément trompé par une conspiration élaborée. Cette cour rejette par la présente la requête de mise sous tutelle avec préjudice, annonça-t-il, ces mots portant le poids d'une finalité absolue. De plus, j'ordonne une enquête immédiate sur le cabinet d'avocats Perrier et Associés pour présentation de preuves falsifiées, coaching de témoins et engagement dans des pratiques juridiques frauduleuses. Jonathan Perrier tenta de parler, mais le juge Cartier le fit taire d'un geste qui aurait pu geler le feu. Maître Perrier, vous êtes par la présente tenu pour outrage à la cour. Huissier, veuillez escorter Monsieur Perrier hors de cette salle d'audience et assurez-vous qu'il remette sa licence au barreau pour examen immédiat. Votre conduite dans cette affaire représente une violation complète de l'éthique juridique et de la responsabilité professionnelle. Alors que les agents de sécurité se dirigeaient vers la table de Perrier, le juge Cartier tourna son attention vers Marc Thomas, qui était assis tranquillement dans la galerie en espérant passer inaperçu. Monsieur Thomas, vous êtes également coupable d'outrage à la cour pour parjure et conspiration en vue de commettre une fraude. La sécurité vous escortera hors de ce bâtiment, et je transmets votre dossier au bureau du procureur pour d'éventuelles poursuites pénales. La colère du juge était loin d'être terminée. Il fixa son regard d'acier sur Robert et Patricia Mathieu,
qui étaient assis recroquevillés derrière la table de leur avocat soudainement absent, comme des enfants pris dans un mensonge élaboré. Monsieur et Madame Mathieu, votre conduite dans cette affaire représente l'un des exemples les plus flagrants d'exploitation familiale dont j'ai été témoin en 23 ans de carrière, déclara le juge Cartier. Vous avez systématiquement menti à cette cour. Manipulé des témoins, falsifié des preuves et tenté de priver votre propre fille de ses droits constitutionnels et de son indépendance financière. Patricia sanglotait ouvertement maintenant, sa façade soigneusement construite de mère inquiète complètement brisée. Robert était assis dans un silence stupéfait. Son calme d'homme d'affaires réduit à l'expression de quelqu'un regardant son monde s'effondrer. Cette cour vous ordonne de payer tous les frais juridiques engagés par votre fille pour se défendre contre cette requête frauduleuse, continua le juge Cartier. Vous paierez également une amende de 50 000 € qui sera reversée à l'aide juridique de Paris pour aider d'autres victimes d'abus financiers familiaux. Mais le juge n'en avait pas fini avec ses sanctions. De plus, cette cour émet une ordonnance de restriction vous empêchant à tous les deux d'accéder, de demander ou de tenter d'obtenir toute information sur les comptes financiers, les opérations commerciales ou les actifs personnels de votre fille. Toute violation de cette ordonnance entraînera une peine d'emprisonnement immédiate pour outrage à la cour. Le juge Cartier fit une pause pour laisser le poids de ces sanctions pénétrer avant de porter son coup final. Monsieur et Madame Mathieu, il vous est par la présente ordonné de suivre des séances de conseil financier 2 fois par semaine pendant les 6 prochains mois pour traiter votre propre crise de la dette et vos comportements financiers destructeurs. De plus, il vous est interdit tout contact avec votre fille pour une période de 6 mois pendant que vous suivez une thérapie familiale obligatoire pour traiter les dommages psychologiques que vous avez causés. Alors que la salle d'audience commençait à se vider, plusieurs des témoins qui avaient témoigné contre moi s'approchèrent avec des expressions de honte et de regret. Madame Hubert fut la première à m'atteindre, des larmes coulant sur ses joues âgées. « Aurore chérie, je suis tellement désolée » murmura-t-elle en pressant une enveloppe froissée dans mes mains. « C'est l'argent que ton père m'a donné. Je n'aurais jamais dû le prendre, et je n'aurais jamais dû dire ces choses sur toi. Tu as toujours été une voisine charmante. » Jessica Vasseur était à côté d'elle, le visage rouge de gêne et de culpabilité. « Aurore, je ne sais pas comment m'excuser pour ce que j'ai fait. Perrier a fait croire que j'aidais à te sauver d'un désastre financier. Je n'avais aucune idée qu'ils essayaient de te voler. Jess, dis-je en mettant mon bras autour de mon ami d'enfance. Tu as été manipulé par des gens qui sont très doués pour la manipulation. Je ne t'en veux pas d'avoir été trompé. Benoît s'approcha plus hésitant, luttant clairement avec son propre sentiment de culpabilité. Cousine, je me sens comme un idiot. Ce voyage en Normandie était ta fête d'anniversaire, et tu étais juste généreuse. J'aurais dû voir ce qu'oncle Robert et tante Patricia faisaient vraiment. Un par un, les gens que mes parents avaient manipulés pour témoigner contre moi s'avancèrent pour s'excuser et demander pardon. L'ampleur de leur tromperie devenait claire pour tous ceux qui avaient été touchés par elle. David Durand, mon ancien expert comptable, arriva au tribunal dès qu'il apprit la nouvelle. Aurore, j'ai fermé l'accès de tes parents à toutes les informations de compte et mis en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité. Je propose aussi de travailler gratuitement pendant l'année à venir pour compenser mon rôle dans ce désastre. En sortant du tribunal cet après-midi-là, Sandra Leroy semblait à la fois épuisée et triomphante. En 30 ans de pratique du droit de la famille, je n'ai jamais rien vu de tel, me dit-elle. Vos parents n'ont pas seulement sous-estimé votre situation financière. Ils ont complètement mal jugé votre caractère. Au cours des semaines suivantes, l'histoire de l'affaire de tutelle de la famille Mathieu se répandit dans la communauté juridique parisienne et au-delà. Le renversement de situation était si complet et la tromperie si élaborée que cela devint un conte moral sur les dangers de l'exploitation financière familiale. Mais pour moi, le vrai travail ne faisait que commencer. L'expérience traumatisante m'avait ouvert les yeux sur un problème que je n'avais jamais pleinement compris auparavant, la vulnérabilité des jeunes adultes qui réussissent face aux membres de leur famille qui pourraient exploiter leur réalisation pour un gain personnel. J'utilisais cette nouvelle conscience pour étendre mon entreprise dans un domaine entièrement nouveau. Mathieu Solutions Numériques lança un programme de littératie financière et de protection juridique spécifiquement conçu pour aider les jeunes entrepreneurs à se protéger de l'exploitation familiale. Nous nous sommes associés à des organisations d'aide juridique pour fournir des services pro bono aux personnes confrontées à des abus de tutelle similaires. En 6 mois, nous avions aidé 17 familles à naviguer dans des tentatives d'exploitation financière, empêché 4 requêtes de tutelle frauduleuses et établi un fonds de défense juridique qui a depuis aidé des centaines de jeunes adultes à protéger leur indépendance financière.
J'ai aussi commencé à donner des conférences dans des universités sur l'importance des limites financières au sein des familles. Mon histoire a résonné auprès de publics qui n'avaient jamais envisagé que les membres de leur propre famille puissent représenter une menace pour leur indépendance et leur succès. Le fonds de bourse d'études que j'ai établi au lycée a été étendu pour inclure un volet de littératie financière, enseignant aux étudiants non seulement comment gérer l'argent, mais comment se protéger de la manipulation et de l'exploitation, même de la part de personnes prétendant les aimer. Ma relation avec mes parents est restée compliquée et douloureuse. L'ordonnance de non-contact de 6 mois nous a donné à tous le temps de traiter ce qui s'était passé et de commencer le travail difficile pour comprendre comment notre famille avait atteint un tel point destructeur. Lorsque nous nous sommes finalement rencontrés pour notre première séance de thérapie supervisée, la dynamique entre nous avait fondamentalement changé. Ils ne pouvaient plus me traiter comme une enfant irresponsable ayant besoin de leurs conseils, et je ne pouvais plus prétendre que leurs intentions envers moi étaient purement bienveillantes. Nous pensions te protéger, dit Patricia lors d'une séance particulièrement difficile. Nous nous sommes convaincus que tu faisais des erreurs qui te blesseraient à long terme. Mais la vérité est, ajouta Robert, sa voix lourde d'une honnêteté réticente, que nous avions peur et étions désespérés à propos de notre propre situation financière, et nous avons vu ton héritage comme une solution à nos problèmes. Le processus thérapeutique fut long et souvent douloureux, mais il mena finalement à une nouvelle compréhension entre nous. Ils reconnurent le mal qu'ils avaient causé, terminèrent leur conseil financier obligatoire et commencèrent le travail difficile de s'attaquer à leurs propres problèmes de gestion d'argent. 6 mois après l'audience, je pris une décision qui surprit tout le monde, moi y compris. J'offris d'aider mes parents avec leur crise de la dette, mais seulement sous des conditions spécifiques qui nous protégeraient tous les deux de répéter les schémas destructeurs du passé. Je vous aiderai à créer un plan financier durable, leur dis-je lors d'une réunion de famille. Je fournirai des ressources pour la consolidation de dettes et l'éducation financière, mais tout sera transparent, documenté et structuré par des accords juridiques qui protègent tous nos intérêts. L'aide que je fournissais n'était pas de la charité, mais plutôt un investissement dans la reconstruction de notre relation familiale sur une base d'honnêteté et de respect mutuel. Ils recevraient l'aide dont ils avaient besoin pour atteindre la stabilité financière, mais seulement à travers un processus qui reconnaissait mon indépendance et leur responsabilité pour leurs propres choix. 1 an plus tard, mes parents avaient terminé avec succès leur programme de réhabilitation financière. Leurs dettes étaient gérables, leurs dépenses sous contrôle, et leur relation avec l'argent avait été fondamentalement transformée par l'éducation et la thérapie. Plus important encore, notre relation familiale avait été reconstruite sur une base de vérité plutôt que de manipulation. Ils pouvaient enfin me voir comme l'adulte accompli que j'étais devenu, plutôt que comme l'enfant qu'ils voulaient contrôler. Les conséquences juridiques de leurs actes continuèrent de se dérouler au fil du temps. Maître Jonathan Perrier perdit sa licence d'avocat et fit face à des accusations criminelles pour fraude. Marc Thomas fut condamné pour conspiration et parjure, purgeant 9 mois de prison et payant des amendes substantielles. Le barreau utilisa leur cas comme exemple de faute professionnelle juridique dans les programmes de formation continue pour les avocats. Mais le résultat le plus significatif fut peut-être la protection que nous avons pu fournir à d'autres familles confrontées à des crises similaires. Le Fonds de défense juridique Mathieu a depuis empêché des dizaines de tutelles frauduleuses et aidé à établir de nouvelles protections juridiques pour les jeunes adultes confrontés à l'exploitation financière familiale. En repensant à cette expérience terrifiante, je réalise que la tentative de mes parents de détruire mon indépendance a en fait conduit à l'expansion la plus significative de l'œuvre de ma vie. Leur trahison m'a appris que le succès crée des responsabilités, non seulement envers soi-même et sa communauté, mais aussi envers d'autres personnes qui pourraient faire face à des défis similaires. L'héritage de ma grand-mère m'avait effectivement donné indépendance et opportunité, exactement comme elle l'avait voulu. Mais la bataille pour protéger cet héritage m'avait donné quelque chose d'encore plus précieux, la connaissance que la vraie sécurité ne vient pas de la richesse seule, mais de la force de défendre ce qui est juste, même lorsque les personnes essayant de vous nuire sont celles qui prétendent vous aimer le plus. Aujourd'hui, quand de jeunes entrepreneurs me demandent conseil pour se protéger de l'exploitation familiale, je leur dis toujours la même chose, documentez tout. Faites confiance à votre instinct et ne laissez jamais personne vous convaincre que leur amour pour vous justifie de vous retirer votre autonomie. Parce que parfois, les gens qui prétendent vous sauver sont en fait ceux dont vous devez être sauvés. La bataille judiciaire qui a failli détruire ma vie est finalement devenue la fondation pour protéger d'innombrables autres personnes d'une exploitation similaire. Et cette transformation de victime à défenseur a valu plus que tout l'argent que mes parents ont essayé si désespérément de voler.